Bonjour et bienvenue sur Plan B. J'ai un pull, j'ai une écharpe, c'est pas pour donner des leçons, c'est parce que j'ai froid. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Thomas Norway. Bonjour Thomas. Bonjour Cyrus. On va geeker sur les questions énergétiques à nouveau, puisque tu es déjà venu ici pour nous parler de TRE, taux de retour énergétique, également connu comme EROI, Energy Return Over Investment, l'idée selon laquelle il faut de l'énergie pour avoir de l'énergie. Voilà, le pétrole ne sort pas tout seul de terre, les panneaux solaires ne se construisent pas tout seuls. Il faut consacrer de l'énergie à cela. Lors de notre échange précédent, tu as plutôt parlé d'historique, tu as partagé un certain nombre de théories sur le développement des nations en fonction du TRE. On a parlé de patates en Angleterre, on a parlé plein de choses intéressantes. Là, aujourd'hui, tu vas plutôt nous parler du futur et de projection future, sujet que tu avais un petit peu esquivé à l'époque parce que voilà, tu voulais faire des recherches complémentaires, chose que tu as faite, et donc c'est de ça dont tu vas nous parler, ce que donnent tes réflexions, tes calculs, tes projections. Peut-être je te laisse ouvrir comme tu veux. Oui, pas de souci. Mais en fait, pour l'instant, non, parce qu'en fait, j'ai un problème de connexion en plus assez lent de mon côté, donc j'essaie de changer de connexion. Ok. Euh, je vais essayer avec la parabole des scouts, que j'apprécie, qui fonctionne assez bien, d'expliquer en quoi l'énergie dont on dispose de manière générale, qui est relatif à notre niveau de vie moyen et au surplus qu'on peut consacrer à des choses non essentielles pour notre survie, est liée au IROI en fait. Donc l'énergie nette dont on dispose, nous les humains et pas les tractopelles, les camions qui transportent des trucs qui ne nous intéressent pas, est liée au IROI. En fait, ils se tiennent mutuellement. Et en fait, l'idée générale, c'est d'expliquer que plus c'est plus, mais parfois plus c'est moins. Donc c'est totalement contre-intuitif et c'est vraiment un point essentiel à bien comprendre pour la suite du développement, pour voir vers quoi on pourrait aller, enfin, l'éventail des contextes qu'on pourrait obtenir en fonction des décisions plus ou moins collectives et plus ou moins démocratiques qui vont devoir être faites dans les années qui viennent. Parce qu'en fait, voilà, l'énergie, alors moi je considère un peu les humains comme des robots, donc voilà, je dis, si tous les humains sont d'accord de faire ci et ça dans la joie et la bonne humeur, ça se passe comme ça. Après, effectivement, tout le contexte psychologique, philosophique, socio-politique est déterminant. En fait, l'énergie donne un cadre, on doit rester dedans, c'est une obligation, on ne peut pas en sortir, mais après, la société en fait ce qu'elle veut. Elle répartit, la répartition des biens et des services disponibles pour les humains entre tel ou tel acteur économique est purement subjective. Enfin, je vais juste dire un truc qui, moi, je pense souvent à ça, c'est garder des enfants, pour moi, serait très compliqué. C'est pas mon truc, j'y arrive pas. Il faudrait me payer une fortune, et encore même comme ça, je suis pas certain que je voudrais le faire. Et les péricultrices ont des salaires ridicules. Pourquoi? Sans elles, je devrais garder mon ou mes enfants à la maison et je serais incapable de travailler. Je veux dire, c'est un travail d'équipe. Pourquoi est-ce que c'est mal réparti? Alors que peut-être qu'elle adore son boulot et moi j'adore mon boulot. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de salaire? Enfin, j'ai vraiment, c'est très subjectif. Bon, l'économie de marché a placé des prix sur tout, hein, donc je vois la logique derrière. Mais je trouve que parfois, je trouve ça totalement injuste en fait. Donc voilà, c'est juste pour expliquer qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'une péricultrice n'est pas payée plus? Pourquoi est-ce qu'un vigile n'est pas Ce payé que sont plus? payés des agriculteurs versus ce que sont payés Oui, des intermédiaires financiers qui apportent pas, exact. en bon, dont le service était inutile il y a 30-40 ans et on voit pas bien à quoi il sert aujourd'hui. Je veux revenir sur l'histoire d'énergie Oui, nette excuse-moi. disponible parce qu'il faut bien qu'on Alors, comprenne, c'est-à-dire ouais, il faut de l'énergie pour obtenir de l'énergie, pour l'extraire, pour la transformer, pour l'acheminer. Et donc ça, c'est le minimum nécessaire. Bon, en plus de ça, il faut quand même de l'énergie pour des besoins essentiels, donc agriculture, on va dire santé, éducation, etc. Puis c'est de moins en moins, on va dire, essentiel jusqu'à
l'énergie qui sera disponible pour des activités pas forcément essentielles. Hein. C'est ça l'idée, c'est un peu une pyramide Ouais. avec une base qui fournit l'énergie, puis l'étage du dessus qui fournit la nourriture, l'eau, etc., puis, et ainsi de suite. Oui. Je vais prendre mon exemple et je ne vais plus digresser. Donc, il faut savoir que donc, le IROI, c'est l'énergie qu'on consacre à extraire une ressource, extraire, raffiner, rendre utile. Parce qu'en fait, il y a une grosse différence entre… En fait, on parle souvent, on va dire, en trois termes. On va parler de la quantité, du type. Ça, c'est vraiment les deux sujets classiques. C'est j'ai consommé 10 000 kWh de gaz. Le gaz se convertit en chaleur, mais il y a une partie de la chaleur qui est envoyée aux petits oiseaux. Je veux dire, avoir 100% de rendement est quasiment impossible. Enfin, même, je pense, est impossible. Donc, en fait, l'énergie brute, c'est le gaz que tu vas consommer. L'énergie utile, c'est la chaleur qui va être réellement utile dans ta maison. Donc, vraiment, on va avoir la même logique. Même une voiture électrique, ce n'est pas l'électricité qui est utile, c'est le fait qu'elle te transporte d'un point A à un point B. Même chose pour le pétrole, même chose pour la voiture à essence. Ce qui est utile, c'est l'énergie mécanique qui va être fournie par le moteur. Donc, comme un moteur électrique va être à quoi, un moteur de bagnole classique va être à quoi, 20-30% de rendement, ben, tu as plus de 60% de perte. Donc, c'est vraiment cette logique de les humains consomment de l'énergie utile. Donc, électricité, c'est un raccourci, mais soit, chaleur et force mécanique. Alors, force mécanique, c'est majoritairement le transport, mais on va aussi retrouver ça, je veux dire, un mix-soup, c'est de la force mécanique. Un tractopelle, c'est de la force mécanique. Une perceuse, c'est de la force mécanique. Donc, elles sont convertibles les unes dans les autres. En fait, moi, mon intérêt, et comme d'autres le font et l'ont fait, c'est de dire, je calcule un IROI utile moyen pondéré, donc le IROI UMP, qui se calcule de la manière suivante. En fait, on prend le IROI utile, donc soit élec, chaleur, en mixant chaleur industrielle, chaleur, enfin, il y en a très nombreux. En fait, on fait le IROI de cette énergie utile fois sa quantité, et le tout divisé par la quantité totale d'énergie utile. Et en fait, on obtient un IROI sociétal, utile, moyen, pondéré. Alors moi, je l'estime, alors il faut savoir aussi, mais ça on va peut-être pas rentrer dans les détails, il y a plusieurs manières de calculer le IROI en fonction de ce que tu mets dedans, mais ça change le chiffre, mais ça ne change pas les ratios. Voilà, mais c'est parce que parfois on compare des pommes et des briques, donc les conclusions ne sont forcément pas top. Par contre, il faut savoir qu'en fonction du IROI, la quantité qui sera disponible pour les humains, c'est-à-dire comme tu l'as dit, il faut de l'énergie pour faire des panneaux solaires, oui, mais il faut aussi de l'énergie pour faire l'usine de panneaux solaires qui va nécessiter, je sais pas moi, des réfractaires, et donc il faut de l'énergie aussi pour fabriquer l'usine de matériaux réfractaires, etc., plus la route, plus l'ensemble de l'infrastructure qui permet de lier Que tous les les gens se systèmes. déplacent à l'usine, que les salariés ça viennent à l'usine. Donc, c'est toujours un problème de bornes, les bornes qu'on fixe sur Exact. l'IROI, parce qu'en étant dans les bornes à l'infini, c'est sans fin, non? C'est sans fin, mais il n'empêche que vu ce qu'on consomme, en fait, si tu te limites à plusieurs secteurs et en prenant, allez, en faisant quelques raccourcis et quelques approximations, tu obtiens un résultat qui n'est certes pas ultra précis, mais qui te permet de donner une idée, mais surtout qui te permet de comparer plusieurs solutions entre elles et de la même manière. Ça te permet à minima d'éliminer des mauvaises solutions, de garder certaines solutions qui éventuellement pourraient être intéressantes selon ce que l'on souhaite, et des solutions qui sont par définition, d'un point de vue énergétique, très bonnes. Parce que je tiens à souligner quelque chose aussi, avec une énergie infinie, j'ai adoré cette phrase, avec une énergie infinie, on peut faire des conneries infinies, et je suis entièrement d'accord avec ça. Donc de nouveau, c'est qu'est-ce que les humains vont faire de cette énergie en surplus ou en manque. Donc, plus le IROI est élevé, plus à quantité d'énergie utile globale, donc un peu entre guillemets, on va dire le PIB, plus une partie importante va être disponible pour les humains. Alors là, je vais utiliser la parabole des scouts. Donc, on va imaginer un camp scout qui doivent, voilà, leur base, c'est ils doivent boire, avoir chaud et s'alimenter. Donc, ils ont une partie des scouts est allouée à aller chercher de l'eau, chercher du bois, chercher des raviolis. Enfin, je vais rester sur le scout qui va chercher de l'eau. Donc, l'eau consomme du bois pour chauffer les raviolis, des raviolis, et consomme de l'eau pour effectuer cette tâche.
Donc, si l'eau qu'il va chercher est moins loin, donc on prend deux situations, l'eau est à 1 km, l'eau est à 2 km, à quantité équivalente, la quantité globale d'eau, de bois et de raviolis sera inférieure dans le cas où il va chercher à 1 km, dans le cas où il va chercher à 2 km. Donc, la quantité on a économisé de l'eau, du bois et des raviolis qui peuvent être utilisés à d'autres fonctions, comme, je ne sais pas moi, il peut construire une piscine, par exemple, ou il peut glander, ou il peut jouer, ou il peut faire ce qu'il veut. Donc, on voit bien que donc, le IROI ici, d'aller chercher de l'eau, la consommation des ressources pour aller chercher une quantité donnée est très variable par rapport à la distance et donc à l'énergie qu'on y consacre. Donc, à IROI, à énergie équivalente, moins on consacre d'énergie, plus il en reste en surplus. Alors, tant que j'y suis, je vais passer sur un autre point. J'ai perdu mes notes. Si on augmente le nombre de scouts, donc 1 au global, on dit, voilà, c'est un camp de, je sais pas moi, 100 scouts. On augmente le nombre de scouts pour essayer je veux dire, allez, on passe à 120 scouts, 130 scouts, et ces scouts-là vont être utilisés à aller chercher de l'eau, du bois et des raviolis. En fait, c'est un mauvais raisonnement dans le sens où carrément, alors on les double, on les sépare, on a deux camps scouts qui ont exactement la même logique interne. En fait, augmenter le nombre d'unités n'a pas de sens puisque toutes les unités ont les mêmes besoins. Donc, augmenter le volume global n'a pas vraiment de sens. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Okay. Et de deux, si le nombre de scouts, on pourrait se dire, on n'a qu'à dire, au lieu il y a 15 scouts, on a envie d'avoir plus d'eau, plus de raviolis et plus de bois, on va utiliser plus de scouts sur ces 100, au lieu d'en mettre 3, on va en mettre 6, 10, je ne sais pas, j'invente. Ils ne sont juste pas disponibles pour faire autre chose. Donc, d'un côté, il faut de l'énergie pour produire de l'énergie, mais il faut aussi qu'il y ait un usage de cette énergie. Sinon, ça n'a pas de sens. Et en plus de ça, il faut le temps de la consommer. Dire si tout le camp scout est occupé à aller chercher de l'eau et ils ne font que ça, c'est bien d'avoir une piscine olympique de flotte d'une qualité irréprochable, mais si tu as bossé toute ta journée et que tu n'as juste qu'une envie, c'est de te pioter, c'est quoi l'intérêt d'avoir une piscine olympique? Donc, il y a vraiment cette notion aussi de temps qui est excessivement importante parce que… Et en plus, tu n'as pas le temps d'entretenir la piscine. Alors ça, c'est un point que ça, j'aimerais en plus bien de à ça, un ouais. moment voir, c'est que le système nécessite aussi de l'énergie rien que pour être maintenu, Exact. Ouais. pour être Ça, entretenu et pour ne pas s'effondrer. Il a besoin eh ben, d'énergie. ça. Ça, en fait, c'est comme il y a plusieurs manières de compter l'IROI, en fait. Et dans cet IROI, donc moi, j'utilise des matériaux de base et je regarde ce qu'on en ressort, en considérant que la société reste équivalente. Par contre, tu peux calculer un IROI aussi en incluant tout le tissu industriel. Tu peux calculer le IROI en incluant le tissu industriel et le tissu et le tertiaire, donc tout ce qui est service. Tu peux aller jusqu'à ce que va manger la personne qui a pris sa voiture pour aller travailler. Tu peux vraiment étendre le scope. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est plus tu considères l'énergie que tu mets au dénominateur, plus le IROI va être petit. Donc, c'est ce que je disais. En fait, ton échelle va juste se contracter. Et la nuance, en fait, par rapport à ça, c'est que quand une échelle est plus petite, une variation est beaucoup plus importante. En fait, je ne sais pas si tu vois comment il s'appelait ça. C'est un truc où on voit le IROI avec la chute du IROI. Oui, le Net Energy Cliff. Voilà, merci. Les gens En peuvent fait, on considère… taper Net Energy Cliff et ça Ouais. donne l'idée. Voilà. Si on considère le IROI comme moi je le connais, qui est juste un outil de comparaison utile, on va se retrouver en haut et on ne voit pas très bien ce que ça change d'avoir un petit peu plus, un petit peu moins. Par contre, si tu commences à considérer tout le tissu industriel et tout le tissu des services, à ce moment-là, tu te retrouves beaucoup plus bas dans cette courbe. Et donc, la moindre petite variation augmente et diminue le confort collectif de manière ultra importante. J'ai fait un exercice avec des sous pour bien expliquer, en fait. Et on pourra y revenir après. Mais effectivement, ça ne change pas la mécanique, ça change l'interprétation des résultats. Mais ça doit clairement être pris en considération, surtout que le recyclage, on pourra y venir, a vraiment un rôle
selon mon analyse, qui est très, très important à jouer dans les années à venir, dans un cas spécifique. Donc, on a la somme de l'énergie utile. Il y a un facteur qui est compris entre 0 et 1 en fonction du ROI qui donne l'énergie utile pour les humains. Et donc, il y a toujours un optimum, en fait. Le nombre de scouts qui est attribué à aller chercher l'eau, le bois et les raviolis, il y a systématiquement un optimum qui permet de maximiser la quantité de biens et de services qui est disponible pour l'ensemble des scouts, puisque plus ils vont loin, plus ils consomment, enfin, plus ils vont en chercher, plus ils consomment de l'énergie, moins ils ont de temps, mais il faut de l'énergie pour réaliser certaines activités. Donc, on se retrouve toujours à un moment où on obtient un optimum. En fait, ça donne une courbe un peu, ça ressemble à une courbe logarithmique, non pas logarithmique, une courbe de Gauss. C'est à peu près cette tranche-là. Je ne connais pas le nom de cette courbe, mais ça décolle lentement, ça fait une bosse et puis ça redescend. Donc, il y a systématiquement un optimum. Et si on si on divise cette quantité utile, elle est globale par la population, on a un niveau de vie moyen. Je dis bien un niveau de vie moyen. Si c'était plus ou moins équitablement réparti. Voilà. D'autant plus qu'on peut discuter du équitable. Est-ce que les gens qui vivent dans des pays froids ont droit à plus d'énergie parce que sinon, ils vont avoir des problèmes de décès dus au froid? Est-ce que les gens qui vivent dans les pays trop chauds ont droit à plus d'énergie parce qu'en été, ça va être problématique? Est-ce que les milliardaires ont le droit d'aller dans l'espace? Est-ce que voilà, l'Africain moyen mérite d'avoir une consommation d'énergie moindre que notre frigo? Voilà. Mais non, oui, clairement, en plus de ça, bêtement, la qualité de enfin, il y a plein de trucs, la qualité des gisements, la qualité de la terre. Quand je dis la qualité des gisements, ça peut être d'un gisement hélien, ça peut être d'un gisement de production alimentaire, d'un gisement de minerais, d'un gisement de tout. Et en fait, on se rend compte assez vite que c'est vraiment dans la mise en commun, le partage, l'échange et la compréhension de tous, mais aussi, quand on va comprendre ça, qu'il va falloir baisser, comment expliquer, revoir un peu nos exigences, en fait. Plus on aura d'exigences individuelles, plus le collectif aura des problèmes pour pallier à tous les... Mais dans les grandes des masses, à problèmes. part une minorité voilà, qui a des penchants décroissants ou du moins de se limiter, l'observation suggère que dans les grandes masses, quand on peut consommer plus, on le fait, quoi. C'est-à-dire l'individu n'arrive pas à se contraindre. Quelle que soit la prise de conscience, on se justifie, bon, à nouveau, pour prendre l'exemple des milliardaires dans l'espace, donc c'est quand même une énorme dissipation d'énergie en très peu de temps pour un loisir quand même très bref. Voilà, je veux dire, c'est bon, si on disait à l'humanité entière qu'ils avaient la possibilité de faire ça, quelle est la part qui embarquerait à bord bon, je ne sais pas si c'est 8 milliards, mais c'est quand même du monde, quoi. Eh bien, j'étais plutôt négatif. Et en fait, à force d'en parler, et surtout dans plus le groupe est petit, plus c'est intéressant. Et en individuel, c'est encore mieux. En fait, la plupart, vraiment une grosse majorité des gens avec qui j'en discute, sont d'accord, en fait. Ils disent, moi, je suis prêt à le faire. Mais la contrepartie est toujours la même. Je veux bien le faire si tout le monde le fait. En fait, tout le monde est Tout le d'accord, monde mais le fait comme au sens personne si n'en tout le monde discute, se contraint, si tout le monde ouais. Si tout le monde c'est fait de la ça. sobriété. Ouais. Le bon exemple, c'est le Covid. Personne n'a hurlé parce qu'on ne pouvait plus prendre l'avion, puisque plus personne ne pouvait prendre l'avion. Ouais. Bon, après, Oui, c'était promis comme temporaire. Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, tout à fait. Voilà, c'est juste en fait, et c'est parce que si toutes les personnes à qui je parlais, et en fait, tout le monde pense que personne ne veut se contraindre, alors que tout le monde est persuadé d'avoir raison seul, alors qu'en fait, le groupe au complet est plutôt aligné. Tout à Mais fait. comme ça ne discute pas assez, c'est. Voilà. Non, mais oui, on est d'accord. Là, Donc, est-ce que j'en reviens à l'énergie ton niveau. disponible pour l'humanité augmente? Alors, la consommation, ou la production et la consommation d'énergie sont en augmentation, mais est-ce que l'énergie disponible continue d'augmenter? Dans le Alors, je pense sens, qu'on a atteint est-ce un que plafond. l'énergie nette, parce que ça, c'est des chiffres pas évidents à avoir, je pense, est-ce que l'énergie nette disponible, selon toi, continue d'augmenter ou est-ce qu'elle plafonne parce qu'on consacrerait trop d'énergie à avoir de l'énergie? Parce que l'IROI baisse, voilà. Je ne sais pas, moi, j'ai pas vu d'études là-dessus. Alors,
j'avais fait une estimation et elle date un petit peu, donc il faudrait que je la revoie et que je la remette au goût du jour. Mais pour moi, le plateau a été dépassé. Il a été dépassé il y a à minima 20 ans. Alors, par contre, vous pouvez dire, oui, mais ça ne se marque pas. Certes, mais un moyen d'augmenter virtuellement le confort de vie, c'est de ne pas mettre de dotation aux amortissements. C'est-à-dire que la population augmente à confort de vie équivalent, le nombre de routes, d'hôpitaux, d'écoles, de toute l'infrastructure qui existe doit être, un, augmenté, deux, le reste doit être maintenu pour garder le même confort. C'est un peu comme dans une baraque. Dans une baraque, si tu ne fais pas d'investissement, ben, y a une prise qui va déconner, il y a un bout de plâtre qui va tomber, tu vas faire des Les trous, ponts, nanani, les nanana. tunnels, les machins. Donc ça, c'est juste pour Exact. maintenir ce qui existe et il faut de l'énergie. Donc on n'est pas en train de parler d'augmenter. Alors, oui, non, 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 parce que c'est maintenir à population équivalente. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation dans quelque chose qui se conserve. C'est-à-dire que si tu avais je sais pas moi, un médecin par 100 personnes en 1970, ben, en 2000, tu dois avoir un médecin pour 100 personnes. Mais il y a plus de personnes, donc il faut plus de médecins. Donc, tu dois conserver l'infrastructure qui permet d'avoir ton nombre de médecins en 1970, mais tu dois en plus augmenter ton Ah, d'accord. infrastructure pour garder la même proportion. Mais pourtant, depuis 20 ans, je sais pas, on va dire, il y a 2 milliards d'Asiatiques qui ont accédé à la classe moyenne, ou 1 milliard, enfin, selon comment on compte. Mais très clairement, il y a eu, enfin, il y a des, un ou plusieurs milliards de personnes, pas qu'en Asie, mais mettons en grande partie en Asie, qui ont été arrachées de la pauvreté, qui ont gagné en confort, qui ont augmenté leur consommation matérielle. Donc, où est ton plateau? Moi, mon plateau, je l'ai tapé. Mais en fait, c'est comme la Chine, qui est une grosse, consomme énormément d'énergie, et une évolution assez rapide, ne fût-ce que dans la production d'électricité, la consommation de charbon. En plus, il faudrait regarder s'ils sont vraiment totalement transparents sur ce qu'ils font. Mais il faut voir aussi que, en fait, on compare aussi des conforts de vie par rapport à ce qu'on connaît. Est-ce que notre confort de vie actuel avec smartphone, Netflix, voiture électrique, ce que tu veux, est-ce qu'il est meilleur que dans les années 70 ou 80? Est-ce que le confort des Américains est meilleur? Est-ce que, en termes d'alimentation, est-ce qu'on s'alimente toujours aussi bien? Et en fait, l'humain a une vision qui est très, très étriquée. Il y avait une étude qui était rigolote comme ça, où il faisait c'est quoi la taille d'un poisson normal et de familles de pêcheurs aux États-Unis. Et alors, il demandait, quand vous alliez pêcher avec votre grand-père, c'était quoi la taille d'un poisson? Et en fait, comme la taille du poisson a diminué de plus en plus, psychologiquement, en fait, ils ont l'impression qu'ils pêchent toujours d'aussi gros poissons qu'avec le grand-père, ce qui est factuellement faux parce qu'ils ont des photos. Mais comme la taille a diminué très, très, très progressivement, on ne se rend pas compte de la transition. En fait, on s'habitue à tout. Et donc, c'est le plateau d'énergie qui nous permet d'obtenir des biens et des services. Et en fait, il faudra avoir vécu 2 vies pour pouvoir comparer identiquement. Mais en termes d'énergie, normalement, enfin, vu la décrue du héroïque brut, du pétrole, du gaz, du charbon, même s'il y a une exploitation assez intense en Chine, il faudrait que je refasse le calcul, mais selon mes dernières estimations, pour moi, on avait passé un plateau en 2000. Dans ces eaux-là. Il y a eu quelques petits changements du côté du nucléaire aussi, des barrages, etc. Mais rien de Et en même temps, on a fondamental parce gagné en que, effectivement, efficacité énergétique. On a gagné, voilà, les voitures consomment moins de pétrole par kilomètre parcouru en moyenne. En France, par exemple, c'est le ça, cas. j'aimerais bien. Alors moi, ma première bagnole, c'était une Twingo qui datait de 95. Elle consomme moins que mon actuelle. Hein. À usage, moi, je consommais 4,5 litres, 5 litres avec ma Twingo. Toute vieille Twingo, toute pourrie. Ok, le confort n'était pas dingue. Non, mais bon, J'avais l'impression d'être dans un globalement, avion enfin, quand je moi, roulais à j'ai 100. en tête que l'efficacité énergétique augmente de 1% par an, donc avion, voiture, chauffage, tout ça. Bon, globalement, le monde gagne 1% par an d'efficacité énergétique, donc ça fait un peu tampon peut-être, c'est tout ce que je dis. Mais alors déjà, c'est pas possible de gagner 1% par an, ou alors on alloue de plus en plus d'énergie à ça. En fait, c'est une courbe logistique. Hein. C'est comme Pareto. Au début, c'est très facile d'avoir des gains, et après, tu dois consacrer de plus en plus d'énergie pour obtenir un gain équivalent. Et on voit ça Ouais. pour tout, en fait. Il y a, tiens, comme tu avais lu le rapport Midos, dedans, ils en parlent, qu'il faut de plus en plus de temps et de doctorants et de fonds pour obtenir autant de brevets. Ouais. Donc, soit Et, l'efficacité, globalement, on ouais. obtient la même
Ouais, il faut de plus en plus de ressources pour avoir des ressources. Donc là, on le voit autour de nous, il faut de plus en plus d'énergie pour avoir de l'eau. Voilà, pour la Oui, pomper, c'est la ça. dessaler, la cheminer, la dépolluer. Voilà, jusqu'où ça peut aller. Et il faut de plus en plus d'énergie pour avoir cette énergie. Il faut de plus en plus de matériaux pour avoir cette énergie et de plus en Exactement. plus d'énergie pour avoir des matériaux parce que les métaux sont de moins en moins concentrés dans le sous-sol. Bon, il faut un peu de plus en plus de tout pour avoir de plus en plus de tout. Bon, passons sur le plateau. Peut-être à J'aimerais un moment, il juste, faut qu'on en parle, mais juste, les sources d'énergie alternatives, donc principalement éolien, solaire, donc les sources d'énergie variables, leur quid de leur IROI par rapport à l'IROI déclinant du pétrole et du gaz. Enfin voilà, est-ce que c'est des solutions viables? Bon. j'embraye dessus, mais juste avant, juste quelque Ah, chose vas-y, vraiment ouais. pour bien l'ancrer, c'est il y a quelque chose de très contre-intuitif comme la quantité et le IROI, donc la quantité disponible pour les humains, je reviens toujours là-dessus, et le IROI, en fait, en augmentant la consommation de quelque chose qui aurait un IROI inférieur à la moyenne, on peut diminuer le confort de vie. C'est-à-dire que si on augmente la consommation de pétrole, on peut augmenter le PIB global, mais diminuer le confort de vie moyen. Par contre, en Pourquoi, réduisant redis? la Pardon, consommation, pourquoi? Pourquoi? parce que donc, tu augmentes la quantité, mais tu diminues le IROI et donc le alpha qui est pris entre 0 et 1. Hmm. Lui diminue, donc tu peux augmenter la quantité globale, mais comme l'énergie qui est consacrée enfin Oui, d'accord. l'énergie Mais l'énergie de nette base, plus disponible le diminue. reste, Ouais. plus Ok, ok. l'infrastructure. Voilà. Donc, parfois, donc plus c'est plus, mais parfois plus c'est moins. Ouais, C'est ouais. vraiment quelque chose à On y comprendre. Et revient. Ouais. Ok, ok. parfois moins, c'est plus. Il faut vraiment bien comprendre ce lien où, et par exemple, sur les voitures électriques, pour revenir un peu là-dessus, les voitures électriques, par rapport à l'IROI, c'est une très bonne chose. Par contre, et je vais pouvoir rebondir sur ta question, donc le IROI, les voitures électriques sont effectivement très efficaces, beaucoup plus efficaces que les moteurs thermiques. En plus, le IROI mondial de tout ce qui est pétrole est relativement bas. Par contre, l'électricité, on doit la produire. Majoritairement, pour l'instant, on parle de la produire avec des énergies renouvelables qui ont des IROI. En fait, c'est très dépendant du lieu et c'est très dépendant de beaucoup de paramètres. Donc, pour l'instant, on parle de IROI, etc., qui sont meilleurs que les énergies fossiles. Alors, c'est vrai, mais pas entièrement. En fait, le IROI utile électricité des énergies renouvelables est meilleur que le IROI brut de certaines énergies fossiles et selon l'usage. Je vais prendre le gaz. Mhm. Le gaz pour faire de. Donc, le IROI, je suis assez d'accord. Alors, j'obtiens les mêmes résultats que l'Institut Fraunhofer sur les calculs du IROI c'était le photovoltaïque. Je suis assez Mhm. d'accord avec ce qu'ils disent. On est entre 20 et 30 en Europe pour le photovoltaïque. Donc, ça veut dire que pour Et, chaque unité d'énergie consacrée à la production d'électricité photovoltaïque, on obtient 20 unités d'énergie oui, utile ou finale, je ne sais mais pas trop. Mais bon, bref, c'est un ça, pour 20 et c'est plutôt très bien. utile, ouais. C'est plutôt pas mal. On va prendre le gaz. Le gaz, on est encore aux alentours, en moyenne, on est sur du 20, mais le gaz russe, on doit être sur du 30-40. On va le prendre à 30. Le gaz, si je m'en sers pour faire de l'électricité à 60%, allez, on va dire dans une centrale TGV, donc turbine gaz-vapeur, une centrale à cycle combiné, on va dire à 60% de rendement. 30 fois 60, je suis à 18. 18, c'est inférieur à 20, entre 20 et 30. Donc, effectivement, le photovoltaïque, dans l'usage électrique, est meilleur que le gaz russe, qui est qui est un IROI spécifique pour produire de l'électricité. Par contre, je veux produire de la chaleur. Si j'ai un bête radiateur électrique, on est toujours à du 20-30. Par contre, le gaz, si tu le brûles, les pertes sont nettement moindres. Et donc, tu vas te retrouver avec un IROI de chaleur à 25. Donc, un panneau photovoltaïque en Belgique, où là, on est plus sur du 20, le gaz a un IROI meilleur que le photovoltaïque pour produire de la chaleur. Alors, là-dessus, on va retomber sur autre chose qui est, donc pour le photovoltaïque, il n'y a pas trop de cherry picking. Voilà, mais le photovoltaïque a d'autres problèmes. Et en fait, c'est le IROI actuel. Alors, pourquoi le IROI actuel? Parce que le IROI est calculé sans considérer le système. Mhm. Donc, le Donc, 20 comme qu'on évoquait,
c'est un IROI actuel dans le système actuel. Dans le système C'est ça, énergétique actuel, le monde actuel, le photovoltaïque a un IROI de 20. exact. OK. Le fait est que plus tu en mets, en fait, le Leroy a, je crois que c'est 60 à 70% de sa production qui est faite sur 6 mois et majoritairement entre, entre 10h et 16. C'est logique, le soleil. Hein. Il y a moins de soleil en hiver, il est plus bas, etc., etc. En plus, on a une petite tendance à mettre tous les panneaux à 35 degrés orientés vers le sud. Donc, on se retrouve avec des pics de production qui sont assez difficiles à encaisser. Et donc, en fait, effectivement, le coût, enfin, je déteste parler de coût, mais je vais quand même le faire parce que c'est beaucoup plus parlant. La quantité par rapport à l'investissement, la quantité d'énergie produite est effectivement intéressante. Mais comme tu ne sais pas choisir quand est-ce que quand est-ce que tu peux utiliser cette quantité, le coût est faussé. Si tout le monde commence à mettre du panneau photovoltaïque comme c'est le moment à cause de la crise énergétique, dans 3 ans, le 21 juin à midi, moi, je pense que ça va poser des gros problèmes. Parce qu'en fait, on fait le calcul que voilà, le coût de l'électricité, je ne sais pas, c'est 10, 15, 20 cents le kilowattheure. Oui, OK, mais est-ce que vous avez intégré les éventuels prix négatifs qui vont apparaître, qui sont déjà apparus? En fait, le photovoltaïque est une très bonne solution individuelle, mais une bonne solution individuelle n'est pas forcément bonne au niveau du collectif. Je comprends. Oui, on ne peut pas la Et stocker si, et pour si la reconsommer 3-4 mois plus tard, quand il y a moins de soleil. on peut, on peut, mais si tu fais les calculs, en fait, le coût des panneaux, avec un petit peu de batterie, avec les onduleurs, en fait, c'est facile, c'est un tiers de panneaux photovoltaïques, d'une installation qui est un peu plus pertinente, c'est un tiers de photovoltaïque, de panneaux, un tiers de onduleurs, régulateurs, un peu toutes les pièces annexes de câbles, etc. Et un tiers de batterie, en fait. Mhm. Après, Donc, personne de raisonnable, hormis des gens comme Tony Seba, qui est dans un autre univers, mais ne dit qu'on va faire 100% solaire. Je ne sais pas, dans les mix futurs décarbonés, etc., horizon 30 ans, le solaire, ça va être de l'ordre de 20-30% de l'électricité, il faut qui limiter n'est au maximum, en fait. électricité qui ne représente que 50 à 60 ou 70% de l'énergie qu'on consomme dans les mix décarbonés. Donc c'est pour dire, le solaire, ça s'insère dans un mix. Donc, c'est pas, comment dire, Tout tout à à coup, fait. le 21 juin, on Mais produit tous énormément. Ça s'insère dans un mix plus global qui doit s'équilibrer, quoi. Tout à fait. Mais en fait, moi, je tape ça dans un mix. Comme, la formule, c'est la somme des IROI utiles fois la quantité d'énergie utile sur la quantité totale. Mhm. En fait, moi, de base, je me dis, OK, tout ce qui présente un IROI faible, et en plus, d'autant plus faible qu'on va en mettre, puisqu'on va devoir mettre plus de systèmes qui permettent d'avoir la même qualité, donc d'avoir de l'électricité quand on veut, je mets ça dans un mix. Et en fait, il y a certaines solutions, c'est pas parce qu'elles sont valables quelque part. Et en fait, il faut essayer d'utiliser les solutions là où elles sont les plus pertinentes. Par exemple, l'Institut Fraunhofer dit le PV, le photovoltaïque en Inde a un IROI de plus de 40. Oui, très bien. Mettons tout ce qui a un bon IROI aux bons endroits, faisons ça. Après, j'ai quelques remarques à faire sur leurs hypothèses de calcul, mais soit. Mais c'est pas parce que ça marche en Inde, c'est pas parce que l'éolien offshore cartonne en Écosse que ça va cartonner dans la Méditerranée. C'est pas les mêmes Non, conditions. bien On sûr, va bien pas sûr. attribuer la même quantité d'acier. Et donc, ça, c'est un gros souci. Donc, le photovoltaïque, vu ses caractéristiques, il faut le limiter au maximum. Parce qu'il n'a pas un IROI, son IROI est relatif. Enfin, à petite quantité, quand il peut être facilement absorbé, il garde un Il est IROI élevé. relativement élevé qui peut être intéressant. Mais si on en met trop, et on en a déjà mis trop, en fait, tu commences à créer des problèmes qui sont coûteux pour le collectif. Et donc, ce qui est la contrepartie d'un héros qui baisse, en fait. Sur la question que je me pose, c'est que, Un effectivement, bête le exemple IROI de aussi. 20, c'est avec le système énergétique actuel, avec les paramètres actuels. Ou alors, après, je ne suis pas dans les détails de comment c'est calculé, mais c'est ce que je comprends. Mais effectivement, une fois passé à grande échelle dans un système essentiellement bas carbone avec un fort taux de pénétration des énergies variables qui à nouveau présentent plein d'avantages, mais je me pose la question. Ça pose des questions de renforcement des réseaux, de consommation importante de matériaux pour renforcer ces réseaux
et aussi pour construire les dispositifs de stockage, il faut que cette extraction de matériaux soit bas carbone, soit continue d'utiliser du pétrole dont l'IROI est déclinant. Comment ça peut reboucler voilà, c'est ma question. Ou est-ce que ce que je dis n'a pas de sens? Mais est-ce que voilà, le système futur n'est pas un peu trop dissipatif et s'épuiserait voilà, j'ai vu des études scientifiques, je pourrais partager le lien là, de Capellan, Pérez et Hall, qui tentent d'approcher un IROI systémique pour les nouvelles formes d'énergie qui tombent sur des valeurs assez basses. Oui, tout à fait. Ça risque d'être problématique. Hormis un élément, en fait, donc là, on a parlé du photovoltaïque. Moi, par analyse, le photovoltaïque, c'est une mauvaise idée. Il faut conserver ça aux endroits où c'est vraiment pertinent. L'éolien offshore, en fonction des lieux, on est quand même sur des valeurs qui sont beaucoup plus élevées. On arrive jusqu'à des valeurs spot, attention, je dis bien spot, de 60 qui sont carabinées, quoi. Donc spot, c'est une éolienne spécifique dans un champ spécifique qui n'est pas représentatif de tout le lieu, etc. etc. Et il y a une excellente étude de Élise Dupont sur le potentiel éolien, donc en termes de IROI, le potentiel éolien et photovoltaïque. Moi, vraiment, je conseille cette étude, elle est vraiment très, très intéressante. On voit vraiment au travers des courbes le concept de cherry picking. Donc, par contre, c'est un peu le même problème. Les éoliennes, sur base des données de la Commission européenne ou de la base de données d'Oxford, on voit que le foisonnement, il n'y en a pas. Il faut arrêter avec ça. Donc, c'est-à-dire quand une éolienne, en majeure partie, quand une éolienne tourne quelque part en Europe, elle tourne ailleurs en Europe. Il n'y a pas de moment, les moments où elle tourne d'un côté et elle ne tourne pas de l'autre, c'est plutôt des cas exceptionnels. Parce que par exemple, on pourrait se dire, ben, on va mettre plein d'éoliennes au Portugal, plein d'éoliennes en Écosse. Quand ça ne produit pas en Écosse, ça produit au Portugal. Quand ça ne produit pas au Portugal, ça produit. Donc on est bon. Et le Après, réseau est moi, je trouve que interconnecté à l'échelle européenne. Il faut doubler ça. les interconnexions d'ici 20 ans. Puis, moi, personnellement, installer la puissance de production nécessaire dans chaque pays, je ne suis pas sûr que ce soit méga pertinent. Non, mais c'est pas ça qui est proposé. Enfin, Ben, mais ouais, ça je ressemble vois quand ce que même. tu veux Ça dire, ressemble mais quand c'est pas ça le. même. D'accord. Ok, Mais, mais de toute façon, ça ne marche pas. En fait, mais les cas les plus intéressants, on est sur des coefficients de corrélation négatifs de, c'était quoi? Moins 0,1, je crois, donc c'est pas corrélé en fait. Il y a pas de corrélation dessus. Donc en fait, en gros, c'est quand ça souffle quelque part, ça souffle à peu près partout pareil en Europe, à la marge. ok. Donc il y a des moments où, et la contrepartie, c'est qu'il y a des moments où ça souffle nulle part. Il y a des vraies périodes où en Europe il y a un problème de vent. Ça s'est vu l'an dernier. Oui, oui. Ok. Bon. Et alors attention, et là je vais essayer d'être clair. Comme en majeure partie les éoliennes et le photovoltaïque produisent en même temps, la capacité à absorber les pics est d'autant plus importante qu'elle n'est pas nécessaire fréquemment. Donc, il y a une discussion là-dessus sur l'hydrogène. C'est est-ce qu'on met des petits générateurs, des petites unités de production qui fonctionnent tout le temps ou des très grosses unités de production qui n'absorbent que les très gros surplus? Et en fait, la question est intéressante parce que si tu mets une petite puissance qui peut fonctionner souvent, tu vas avoir des surplus de production éolien, tu vas devoir mettre tes éoliennes en drapeau et donc il y a une partie de l'énergie qui ne sera pas produite et donc perdue. Si tu dois mettre des très grosses unités de production qui peuvent absorber n'importe quelle puissance, elles vont fonctionner très peu souvent à leur puissance optimale. Et donc, il y a une perte, c'est un sous-usage. Pardon Thomas, on a été brièvement coupé. Poursuis sur ton développement. Et donc, en fonction du choix, soit tu vas faire de la perte à la production, c'est-à-dire que tu vas mettre tes éoliennes en drapeau, soit tu vas faire de la perte au stockage, c'est-à-dire que tu vas investir énormément d'énergie, de matériaux, etc., pour un objet, un outil industriel qui ne sera pas utilisé à sa pleine puissance en permanence. Et donc, tu as le choix entre deux pertes. Et en fait, c'est un peu ça le souci, c'est que ce soit pour le photovoltaïque, enfin tout ce qui est intermittent, en fait, c'est on considère le IROI comme si tout était utilisé
en permanence et à qualité équivalente. Par contre, avoir de l'énergie quand tu veux, en termes de qualité, c'est quand même vachement pratique, je trouve, personnellement. Alors que dans le cas de l'éolien et du photovoltaïque, vu les caractéristiques techniques du soleil, du vent, etc., eh ben, ça ne marche pas. Et donc, il doit y avoir une injection qui est exponentielle pour l'éolien. Pourquoi? Parce qu'à cause du cherry picking, donc l'éolien, les meilleurs endroits sont pris en premier, c'est où tu dois mettre le moins d'acier pour la même production. Si tu veux une même production dans un endroit moins bon, soit tu mets plus d'acier et tu as la même quantité d'énergie produite, soit tu mets la même quantité d'acier que ton éolienne et tu produis moins. C'est physique. Ça, c'est une chose. De deux, comme elles produisent en même temps, chaque fois que tu rajoutes une éolienne, tu dois également rajouter une capacité de stockage. Et donc, la combinaison du cherry picking plus du stockage fait qu'à chaque nouvelle éolienne, le ROI global décroît. Par contre, alors là-dedans, il y a des idées qui sont intéressantes. Enfin, en Europe, en tout cas, on parle de pas mal de trucs. Donc, par exemple, d'utiliser des voitures électriques pour faire du stockage. Le V2G, Alors, Vehicle to Grid. exact. Alors, c'est effectivement une excellente idée qui est une excellente idée en système ouvert, en fait. Parce qu'on est en train de se demander comment on va alimenter une voiture qu'on ne sait pas dont on ne sait pas comment on va la produire. Alors, je ne parle pas de matériaux, de criticité de matériaux, etc., etc. Je parle juste que pour l'instant, l'énergie que les pays riches peuvent se permettre en transport qui a un ROI utile juste moisi, il est permis par le charbon. En fait, dans nos pays, on a l'impression que tout est électricité. Alors souvent, on le voit, on le parle, et Jean Covici le dit en permanence, et on ne parle que d'électricité, ça ne fait que c'est qu'une petite partie du problème. Et je suis entièrement Non, d'accord avec enfin, lui. 20% de l'énergie qu'on consomme mondialement, c'est l'électricité et c'est la part la plus décarbonée de l'énergie qu'on consomme, même si elle est deux tiers encore carbonée, cette électricité, charbon et gaz Exact. principalement. Mais il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, c'est le charbon qui domine. En fait, c'est le ROI du charbon est quelque chose qui, dans les études que je vois passer, on donne le charbon très très bas. Alors, ok, certes, mais comment est-ce qu'on explique alors qu'on peut se permettre une telle dissipation d'énergie dans des trucs qui ne sont pas efficaces? Le transport n'est pas efficace. En plus, le transport est quelque chose de, entre guillemets, totalement superflu. Alors, pourquoi il est superflu? Parce que si j'avais l'intégralité de ce qui m'intéresse dans le monde à 100 mètres de chez moi, je ne me baladerais pas juste pour me balader. J'irais juste là où c'est le plus proche parce que, en fait, le transport n'est pas une plus-value en soi. À part pour quelques cas spécifiques comme les motards ou les petites décapotables, le transport n'est pas une plus-value en soi. Et donc, en fait, on peut se permettre… Ah oui, il faudra que je revienne sur la complexité, mais bref. Par contre, le charbon ayant un ROI, alors selon moi, mes calculs, je l'avais fait sur la mine de Hornbach en Allemagne, qui n'est pas la mine la plus folichonne du monde, j'arrive à du 50. Cour et Fizen, ils arrivent à des valeurs encore supérieures. Et effectivement, je pense que dans certains gisements chinois, états-uniens, on a des ROI utiles pour faire de la chaleur industrielle. Et c'est quelque chose… Et en fait, la chaleur industrielle permet de faire quoi? De l'acier et du béton. Moi, je veux bien, mais sans acier et sans béton, comment est-ce qu'on fait les infrastructures? Comment est-ce qu'on fait les bagnoles? Comment est-ce qu'on fait de la métallurgie? De tous les matériaux qui sont utiles à faire des voitures électriques. Donc, pour l'instant, on parle de ça. On est en train de se demander comment est-ce qu'on va stocker de l'énergie et comment on va stocker l'énergie et que les voitures pourraient être intéressantes. Effectivement, mais comment est-ce qu'on les produit, ces voitures? Ou alors, on se dit, la Chine, l'Inde, l'Australie et les États-Unis vont baisser leur consommation de charbon. Et à ce moment-là, on a un problème parce qu'on ne sait plus produire les voitures. Soit ils continuent à produire au charbon, et à ce moment-là, on a un problème avec le climat. Donc, en fait, il faut réfléchir à l'échelle d'une nation pour l'instant. Alors, déjà, il y a 2 siècles, ça n'avait pas de sens. Mais alors maintenant, encore moins. Le monde est tellement mondialisé, je veux dire, les échanges, la Chine, l'Inde sont les usines du monde. Et je veux dire, elles nous fournissent une immense partie de ce dont on a besoin. Et cette immense partie de trucs produits, c'est fait avec du charbon. La croissance chinoise, quand tu regardes la croissance chinoise et la consommation de charbon, qui est quand même l'énergie ultra majoritaire en Chine, si le charbon était si mauvais, il faudrait qu'on m'explique comment est-ce qu'ils font une croissance à 2 chiffres. Ça n'a juste pas de sens. Si le ROI était si mauvais, d'autant plus que en Chine, ils ne sont pas cons. Ils n'utilisent pas des toutes vieilles centrales moisies à 25% de rendement. Ils sont en train d'investir massivement dans
des Est-ce qu'il y centrales. a besoin d'un IROI à 50 pour faire beaucoup de croissance? Est-ce qu'un IROI à 10 suffit pas pour décoller, Ça quoi? dépend de toi. Alors, en fait, pour faire de la croissance, il faut que ton IROI augmente. Pourquoi? Parce que si les IROI augmentent, ton optimum augmente, ton alpha augmente. Et en fait, c'est ça qui est rigolo. Tu peux analyser les cycles boursiers sur base du IROI. Et c'est super drôle parce que ça prendrait rien qu'une demi-heure rien que pour ça. Oui, oui, Mais en gros, peut-être. c'est assez Ah, facile. ouais. Hmm. Donc, crise économique, une partie des acteurs économiques font faillite, ils sont rachetés, il y a des investissements, on fait des investissements qui permettent d'utiliser moins d'énergie pour produire la même chose. On augmente le IROI utile. On augmente le IROI utile, donc ta courbe va légèrement augmenter, tu as une croissance. Les acteurs économiques, les investisseurs, etc., se disent, c'est bon, on a de la croissance, on va investir, et on continue sur la même logique. Les IROI bruts du charbon, du gaz et du pétrole étant décroissant, à technologie équivalente, le IROI utile commence à baisser. Et donc, la projection qui est faite ne colle plus. Et là, on rentre dans une légère récession. Récession, faillite, rachat, investissement. On repart sur un cycle. Et en fait, ça explique les petites variations. Par contre, les grosses variations peuvent s'expliquer avec d'autres éléments qui sont Oui, plus oui, bien sûr. Non, mais vraiment des game changers, quoi. globalement, toutes les théories, on va dire, de déterminisme énergétique sur le temps long, je pense que parfois, je trouve qu'il y a des exagérations sur ça, c'est en raison de l'énergie, ça, c'est en raison de l'énergie, ça bon. Mais OK, mais mettons. Peut-être Mais pour. c'est assez rigolo à faire. Là, je suis moins Moi, sûr de moi. Par contre, oui, alors je il reviens y en a juste plein des trucs comme ça, mais OK. Ouais. je reviens juste sur un tout petit point sur le transport. Le transport Hmm. est inutile en majeure partie. Pourquoi? Parce que le transport permet la complexité. Mhm. Plus un objet est complexe, plus il nécessite de matériaux, plus il nécessite de traitement, plus il nécessite d'assemblage. Hmm. Comme aucun pays ne peut disposer de l'intégralité de la chaîne logistique et des matériaux de base, etc., et même de la population, je veux dire, tu ne peux pas attribuer toute ta population à faire juste un truc, ça ne marche pas. Tu es obligé d'avoir du transport, et le transport est une perte. Est-ce que je suis clair? Donc, en fait, si, comme tout ce qui nous entoure actuellement et les scénarios de transition sont basés sur des objets très technologiques, Hmm. donc on doit, Et dans des la chaînes logique, logistiques très mondialisées, beaucoup de transports, bateaux, camions, avions, voitures. donc le transport est une perte importante parce que ça va être, je veux dire, le transport, il n'y a pas, enfin, hormis le ferroviaire qui est relativement correct, le vélo électrique, parce qu'on en fait assez peu. L'ensemble des autres gros moyens de transport ne sont pas super efficaces. Je veux dire, on n'arrive pas à des rendements de dingue, surtout qu'il faut faire soit de stocker sur batterie, ce qui est un problème, soit de stocker en hydrogène et dérivés, etc., soit de passer par de la biomasse qui a un IROI de base assez mauvais. Donc le transport est une perte, mais on doit quand même avoir des sources d'énergie importantes qui vont pouvoir soutenir la perte liée au transport, qui va pouvoir soutenir la complexité, qui va pouvoir soutenir le mix de production de base. Et en fait, Mhm. l'ensemble se tient. Et c'est quelque chose qui, en plus de ça, donc, ah oui, donc sur les petites modélisations que j'ai faites, euh, sans, sans sobriété, ça passe pas. C'est impossible. C'est pas gérable. On a un Par contre, faisceau d'indices suffisants, y compris des rapports scientifiques, et y compris oui, des chapitres du GIEC sur Decent Living Standards, pour, on va dire, c'est quel est le niveau de vie décent qui permettrait d'être, on va dire, là, en neutralité carbone pour la question climatique, mais je pense que pour la question énergétique qui est quand même liée, effectivement, il y a l'idée comme quoi le monde entier ne peut pas vivre comme l'Américain moyen. On a suffisamment d'indices pointant dans ce sens. Donc oui, non, sans sobriété, ça passe mais, pas. mais Ceci dit, peut-être attention, pour. il y a, Vas-y, ah, dis. avant que j'oublie, parce que je voulais le placer celui-là. Par contre, il y a une boucle de réaction négative à cette histoire. Plus tu es gros, plus tu es efficace. Donc, moins on va produire, moins on sera efficace. Alors, je m'explique. La On plupart perd des des drones qu'on économies produit. d'échelle, oui. Alors, il n'y a pas que les économies d'échelle. En fait, bêtement, purement physiquement, avoir une très grosse fonderie, une très grosse n'importe quoi, en fait, tout ce qui est lié à la chaleur industrielle, les pertes sont au carré et la production est au cube. Mhm. Donc, on va dire un four, c'est un cylindre. Quand tu doubles ton volume, tu ne doubles pas ta surface. Mhm.
Ouais. Une surface se calcule, c'est au carré, et un volume, c'est au cube. Et donc, ce qui se passe, c'est si on diminue la production, on va également perdre des sources d'efficacité. Les porte-conteneurs sont ultra efficaces, mais ils sont ultra efficaces s'ils sont utilisés en permanence. Parce que tu ne vas pas t'amuser à investir des milliers de tonnes d'acier dans un truc dont tu te sers une fois tous les 4 matins. Quoi. Faut pas déconner, à ce moment-là, ça n'a aucun sens. Ce qui veut dire que le porte-conteneur géant qui a un excellent rendement sur sa machinerie, qui a moins de pertes par rapport au volume transporté, nécessite une production importante pour être rempli et optimiser son usage sur sa durée de vie. Parce que sinon, ce qui permet en fait de dire l'énergie qui était nécessaire pour la production du bateau est négligeable par rapport à cette énergie qui est consommée. Par contre, si tu commences à l'utiliser moins, ça commence à être problématique. Et alors tu peux dire, on va faire des plus petits bateaux. Oui, mais les plus petits bateaux sont moins efficaces. Ce Donc, que je pense donc, en conclusion, ce que tu es en train de dire, c'est que le système va s'effondrer sous son propre poids, quoi. eh Depuis une heure. bien, non. Depuis une heure, je pense que Eh c'est ce bien, qu'on est en train de dire. Bon. malheureux, si on accepte collectivement, en fait, ce qui se passe, c'est le recyclage des éoliennes cartonne. En fait, la différence d'énergie pour produire une tonne d'acier primaire ou secondaire, c'est entre 4 et 6 fois moins. Comme c'est majoritairement l'énergie de l'acier qui est importante dans la production des éoliennes, eh bien, si on investit dans les éoliennes, qu'on arrive à encaisser le coût de cette baisse de Heroy, donc soit par un autre moyen de production, soit par la sobriété, en évitant les problèmes sociaux, quand on va renouveler le parc d'éoliennes à venir, donc attends, je parle beaucoup d'offshore, hein, donc si on le fait en onshore, il faudrait faire des poteaux acier aussi parce que le béton ne se recycle pas en béton. À ce moment-là, on va repartir sur une croissance qui peut être carabinée. On va se retrouver, bêtement, le Heroy d'une éolienne terrestre à 15, tu le multiplies par 4, tu es déjà à 60. Les éoliennes qui sont actuellement en mer du Nord, qui vont taper dans le 40, toujours sans stockage, etc., tu tapes dans le 160. Et là, on en revient sur, j'espère que, on arrivera à passer cette décrue et qu'on arrivera à avoir cette croissance et que les excès de la croissance seront utilisés pour corriger les erreurs du passé et pas pour créer de nouveaux problèmes. Donc, il y a vraiment une fenêtre qui est là, sur lequel il faudra passer par le nucléaire. Le bois énergie, c'est à discuter, mais moi, je ferai vachement gaffe. Les barrages sont des alliés de poids. Oh, la bonne blague. Les éoliennes, il va falloir les encaisser. Le photovoltaïque, on en met à minima. C'est vraiment c'est la variable d'ajustement pour certains trucs. On maximise aussi tout ce qui est usage solaire thermique. Et oui, on va passer par une décrue. Cette décrue doit être discutée le plus démocratiquement possible pour que les conséquences des choix soient connues, qu'on arrête de vendre du rêve comme à 10 000 euros. Vraiment, il faut arrêter. Il faudrait que je retrouve la phrase. Attends, si tu me donnes juste 2 secondes. J'ai trouvé ça assez pertinent. On a reçu Vincent ici, hein, je pense qu'on mettra le lien, donc Vincent Mignereau, Ah oui. tout comme on a reçu des gens pas du tout d'accord avec lui. Nous sommes Ouais, ouverts moi, je suis pas ici. d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais j'apprécie vraiment sa grille de lecture et j'ai un plaisir à être en désaccord avec lui. Je trouve que c'est posé et constructif. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Par contre, il y a plein d'éléments sur lesquels je suis d'accord avec lui. Hein. Et il a dit quelque chose dans une conférence, essayer d'avoir raison à tout prix est le meilleur moyen de braquer l'autre et de polariser la société. Et c'est cette polarisation qui est dangereuse car elle favorise l'extrémisme et le totalitarisme. Et en fait, maintenant, la vraie source qu'on doit mettre en commun, c'est le temps. Le temps de discuter, le temps de comprendre l'autre, le temps de comprendre les autres, ceux qu'on fréquente, mais aussi à l'échelle mondiale, pour qu'on puisse mettre en place des solutions pérennes et discuter des fruits futurs, de comment ils seront attribués. Et moi, j'espère vraiment qu'ils seront attribués vraiment à réparer les erreurs du passé. Et ce temps qu'on aura libéré, cette sobriété qui aurait été mise en place, moi, je pense que pour faire reboucler avec le titre, je pense que ça peut être une libération. Le fait d'avoir plus de temps avec sa famille, ses amis, qui est une source de bonheur, de bien-être et de qualité de vie, selon une étude américaine,
Moi, je pense que c'est ça qui est important. Et si les politiciens devaient, ou le système de manière générale, parce que je ne sais rien de mettre les politiciens en exergue, devait faire quelque chose, c'est donner la possibilité du temps de concertation, du temps de partage. Et l'excellent exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat. On a donné du temps à des gens qui sont arrivés à des conclusions intéressantes. Ah bah Et oui, ils n'étaient pas forcément plus tous que tout ce que d'accord. des politiciens ont pu produire de toute leur carrière, tout ce que des consultants, de plus pertinent que tout ce que des consultants ont pu produire, Ouais. assez complet. Bon. Et réellement, j'essaye d'être le plus empathique possible avec le plus de gens. Mais voilà, il faut, je veux dire, c'est vraiment, la société sera sauvée au détriment des individualités. Donc, est-ce qu'on veut bien vivre collectivement longtemps ou est-ce qu'on veut vivre de manière brève et explosive, j'ai envie de dire. Les deux sont permis, rien n'est interdit. Vouloir vivre pendant encore 10 ans à fond les ballons, c'est pas interdit. Être égoïste n'est pas interdit, c'est juste comme ça. Par contre, ne pas connaître les conséquences, ça, c'est être dans le déni et ça, je suis pas fan. Vraiment, le monde est complexe. Les humains sont complexes, les deux font partie du problème et de la solution. Et il faut prendre le temps de comprendre ça, parce qu'il n'y a pas de solution simple à un problème complexe. Le mot de la fin, le mot bienveillant de la fin, après une discussion assez technique et assez systémique avec les incertitudes aussi qu'on a. Hein. Je veux dire, la systémique, c'est parfois on s'y perd et on ne sait plus où on est, mais je pense aussi le qualitatif est important dans tout ça. Alors on a un peu parlé chiffres, je sais que tu fais des calculs aussi à partir de rapports que tu vois à droite, à gauche, et puis, voilà, on tente chacun de comprendre et tout pour essayer d'approcher l'incertitude, mais je pense que pour reparler du rapport Meadows, c'est limite plus le qualitatif et les principes qui m'ont intéressé plutôt que les modèles en soi, où lui-même admet, voilà, il y a plein d'incertitudes, il y a plein d'hypothèses, etc. Mais sur les grands principes de comment un système peut tenir debout et fonctionner, et le fait que le nôtre n'est pas durable, quelles que soient les sources d'énergie alternatives, si on poursuit dans cette voie-là, je pense que c'est quelque chose qu'on peut. Il n'y a pas forcément besoin de faire tant de calculs et de modèles que ça pour saisir la logique. Ouais, Merci Thomas. les calculs de base sont effectivement assez simples, mais ce n'est pas parce que c'est simple que c'est facile à accepter. Tout à fait. Non, mais puis je me rends compte aussi. Tu parles beaucoup aussi dans des cercles, alors je sais pas comment, des communes, des cercles de parole, des instances de N'importe qui, concertation où tu ouais, portes tes messages. On n'a pas parlé de ça. c'est ça. C'est ça. J'essaie que ce soit même de l'associatif. Il n'y a pas longtemps, c'était un groupement d'agriculteurs dans le sud-est de la France. On en a un peu discuté. Ça va être un conseiller consultatif pour des citoyens à l'échelle communale. Ça va être une association qui fait la formation du public précaire. Ça va être. Ouais. Est-ce que En les gens fait, te semblent réceptifs oui, c'est tout à fait. Moi, je trouve qu'individuellement, en fait, c'est le groupe qui est problématique et pourtant, c'est dans le groupe que la solution. C'est très paradoxal. Et j'essaie d'être bienveillant. J'ai un petit caractère un peu sanguin, mais je pense que de manière générale, ça va. Donc voilà, moi, j'essaie juste de porter des idées générales pour permettre aux idées particulières de s'intégrer correctement et de s'imbriquer et que le gain des uns soit le gain des autres et pas le gain des uns soit la perte des autres. Ouais, non, de même, hein, moi je vais un peu de cercle en cercle, plutôt auprès d'entreprises, mais aussi d'universités, etc., avec l'idée globale que un système où il y a besoin de plus en plus de ressources pour avoir des ressources, et qui en plus veut consommer de plus en plus de ressources, final, c'est problématique. Alors, je ne suis pas capable d'annoncer une date à partir de laquelle ça devient très problématique, si tant est qu'on n'ait pas déjà franchi cette date, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Qui plus est, il n'y a pas de jour J dans cette histoire. Voilà, mais c'est quelque chose qui se constate sur des pas de temps de décennies, donc qui ne sont pas forcément perceptibles au quotidien aussi. Hein. La systémique n'est pas perceptible au quotidien. D'ailleurs, Meadows lui-même le dit, tout ce qui sera dans ce bouquin n'aura absolument aucun intérêt pour votre petite vie quotidienne. Bon. Allez, Juste dernière carte. C'est marrant parce que j'avais un pote avec qui je parle beaucoup de ça m'avait dit il y a je crois, plus de 10 ans, je crois, il m'a dit tu me casses les pieds, donne-moi une date. Et je lui ai dit écoute, moi ça fait des années, moi c'est 2025. Et là il m'avait dit ok, si après 2025 tout va bien, tu te tais à jamais sur le sujet avec moi. Bon ben voilà, je pense qu'il va encore un peu en entendre parler.
Ouais, alors, Malheureusement, alors je bon, ça tiens à va être signaler plutôt que par marge d'escalier, donc le système s'érode un petit peu. Certaines personnes s'en retrouvent exclues, se voient écrasées par exemple, la hausse des prix et les pénuries. Ça dégage de la marge pour ceux qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, jusqu'à quelques années plus tard où on repercute un mur. Donc j'ai du mal à donner une date et je pense qu'on a déjà franchi pas mal de dates en fait. Déjà, exact. on a déjà franchi pas mal de limites que certains ressentent dans leur quotidien sans forcément se le formuler ainsi. Euh, Ouais, et j'aurais tellement voulu ravaler mon ego. Ça aurait été mhm. profitable pour beaucoup plus de gens. Merci beaucoup Thomas. À bientôt. Mais merci à toi de m'avoir invité. À bientôt.